Croissance et mondialisation. À partir du milieu du XIXe siècle, l'industrialisation se diffuse dans le monde et elle entraîne avec elle un phénomène de croissance économique. Les États échangent toujours plus au fur et à mesure qu'ils se développent et au fur et à mesure de l'enrichissement de leur population. Parallèlement, ils deviennent interconnectés au sein d'un processus global que l'on appelle la mondialisation. Dans ce cadre, certains États dominent peu à peu l'économie mondiale et exportent leur modèle sur le reste du monde. Il s'agit d'abord du Royaume-Uni, du milieu du XIXe à la Première Guerre mondiale, puis des États-Unis jusqu'aux années 70-80, et enfin, depuis, on assiste à une économie monde multipolaire. La problématique de la leçon, quelle mutation l'économie mondiale a-t-elle connue depuis le milieu du XIXe siècle? Grand 1, la croissance économique et ses différentes phases depuis 1850. Tout d'abord, qu'est-ce que la croissance économique? Alors, une définition, on appelle croissance économique le processus d'augmentation de la production globale d'un pays qui entraîne une augmentation de la richesse du pays. Cette augmentation s'accompagne également de l'accroissement du niveau de vie des habitants. La croissance économique est un phénomène mesurable. On le mesure par deux indicateurs qui apparaissent sur le graphique. D'abord, le PIB, le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises situées sur le territoire. Cet indicateur permet de mesurer la richesse globale d'un pays. Et on l'a complété plus récemment par un deuxième indicateur, le PIB par habitant. Ce PIB par habitant permet de mesurer le niveau de vie. 2. La croissance économique de 1850 à 1945. Tout d'abord, les moteurs et caractéristiques de la croissance économique de 1850 à 1845. D'abord, la croissance économique, qui est en essor depuis le milieu du XIXe, trouve son origine dans les deux industrialisations. L'industrialisation étant le processus de longue durée au cours duquel l'industrie devient la principale activité économique d'un pays et ainsi son moteur de croissance. On distingue, pour la période qui nous intéresse, deux industrialisations. La première, qui est née en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe et qui est basée sur de nouvelles sources d'énergie, la vapeur, le charbon, également sur de nouvelles activités économiques, les chemins de fer par exemple, le travail industrialisé, mécanisé du coton également. Cette première industrialisation dure jusqu'en à peu près les années 1870-80, année au cours de laquelle on passe dans une seconde phase d'industrialisation qui repose quant à elle sur de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux secteurs d'activité, nouvelles sources d'énergie, l'électricité, le pétrole, nouveau secteur d'activité, l'industrie automobile, tout à fait emblématique de cette deuxième industrialisation, mais aussi l'essor des industries chimiques ou sidérurgiques. Cette croissance économique s'accompagne et s'explique par une transformation des pratiques de l'industrie. Ainsi, à partir du milieu du XIXe et surtout au début du XXe, les grandes entreprises, pour accroître leur capital, vont avoir recours aux actions et aux bourses. Et également, les méthodes de production vont se transformer. On peut citer deux méthodes importantes dans cette seconde industrialisation. C'est le taylorisme d'abord. Le taylorisme, c'est une méthode d'organisation scientifique du travail qui sépare la conception d'une production de sa production et qui confère à chaque ouvrier une tâche précise à effectuer dans un temps déterminé. Une application de cette méthode est le Fordisme.
le Fordisme, où on retrouve cette idée de découpage du travail en tâches précises, ce qu'on appelle plus couramment le travail à la chaîne, mais également qui s'accompagne également d'une politique de haut salaire. Toutes ces méthodes de travail favorisent la productivité. Également, la croissance est favorisée par l'essor des échanges. L'essor des échanges qui s'explique par deux facteurs. D'abord, la révolution des transports, c'est-à-dire qu'on assiste à des transports plus rapides. Les voiliers sont remplacés par les bateaux à vapeur, par exemple, mais également par la construction de grands canaux. Bien sûr, les deux grands à connaître, le canal de Suez en 1869 et le canal du Panama, dont la construction est terminée en 1914. Petit b, une croissance ponctuée de crises. Alors, d'abord une définition du terme de crise. C'est une période brève de difficultés économiques marquée par une baisse du PIB. Si cette croissance, ou si le PIB devient négatif, on parle alors de récession. Et si elle se prolonge, on parle de dépression à ce moment-là. Donc, la croissance économique n'est pas linéaire. En fait, elle est cyclique. Et elle est interrompue par des crises qui surviennent régulièrement. Dans cette période 1850-1945, on va citer deux grandes crises qu'il faut bien sûr connaître. La première, c'est la Grande Dépression, 1873-1896. Cette dépression, cette grande crise économique est partie d'Europe. Elle s'explique par la spéculation financière en Europe et va atteindre les États-Unis. C'est surtout le passage à la deuxième industrialisation, notamment l'utilisation de l'automobile, de l'électricité par exemple, qui va permettre une vraie reprise au cours des années 1890. L'autre grande crise très connue, c'est bien sûr la crise de 29 et qui va se prolonger dans les années 30. Elle démarre le 24 octobre 1929, où un krach boursier est lié à la spéculation et survient à New York. Le système bancaire qui s'est généralisé va favoriser la propagation de la crise en Europe, notamment du fait des emprunts des entreprises et des États aux banques américaines. Cette crise est très grave, le nombre de chômeurs augmente extrêmement rapidement, et d'ailleurs c'est lors de cette crise que l'on voit apparaître les grands totalitarismes, le nazisme et le fascisme. Petit 3, les fluctuations de la croissance de 1945 à nos jours. Voyons tout d'abord les 30 glorieuses 1945, années 70. Se caractérise par une forte croissance nourrie par la société de consommation. À partir de 1945 et jusqu'en 1973, la croissance est continue. Dans les pays développés, elle atteint même une moyenne assez exceptionnelle de 5% par an, au point que l'économiste français Jean Fourastier parle ou utilise, pour cette période-là, utilise l'expression de 30 glorieuses. Cette croissance économique s'explique par une croissance démographique, que l'on appelle souvent le baby boom, qui va créer de nombreux besoins, mais elle s'explique aussi par la hausse du niveau de vie général et par la consommation de masse des biens d'équipement. C'est également une croissance qui est portée par le dynamisme industriel et par les innovations. Cette période est aussi particulière parce qu'elle est marquée par l'intervention de plus en plus forte des États dans la société et dans le système économique. Après la Seconde Guerre mondiale, les États investissent dans de grands équipements pour reconstruire le système autoroutier, le système ferroviaire, etc. D'une certaine manière, ils planifient aussi l'économie et ils agissent dans le système social. C'est ce qu'on appelle l'État-providence. Depuis les années 70, on assiste à une croissance ralentie, au moins dans les pays industrialisés, les pays développés, dits développés en tout cas. Dans les tournants des années 60-70, les économies occidentales s'essoufflent largement. On a un tassement de la consommation de masse,
et cela se marque par la fin du plein emploi. Les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, c'est-à-dire l'augmentation très brutale du prix du baril de pétrole, mettent un terme au dynamisme des Trente Glorieuses. Le taux de croissance tombe alors à une moyenne de 2% par an jusqu'aux années 2000, et on assiste à un ralentissement de la production industrielle et un ralentissement de la consommation. Ce ralentissement va de pair avec le déclin des industries traditionnelles dans les pays industrialisés, c'est-à-dire la mine, les activités de la mine, la sidérurgie, et le développement du chômage. À partir du dernier quart du XXe siècle, la croissance est soutenue par la troisième révolution industrielle, essentiellement fondée sur les services et sur l'informatisation. Grand 2, 3 économies mondes successives, britanniques, américaines, multipolaires. D'abord, la définition d'économie monde. Le concept d'économie monde renvoie à la capacité que possède un pays, à un moment donné, d'exercer une domination commerciale et financière à l'échelle mondiale. Dans ce modèle, un centre domine une périphérie qui constitue son aire d'influence. Petit 1, la première économie monde, la Grande-Bretagne, 1850-1914. Et tout d'abord, une économie monde reposant sur une puissance industrielle, financière et impériale. Alors, il faut rappeler que l'Angleterre est le berceau de la révolution industrielle, commencée à la fin du XVIIIe siècle. Elle est donc le premier pays européen à s'industrialiser et elle devient rapidement l'atelier du monde. Ainsi, en 1850, le Royaume-Uni produit 40% des biens manufacturés de la planète. Mais Londres est aussi le premier port mondial et la City est le centre des finances mondiales. Ce quartier regroupe la Bourse de Londres, regroupe la Banque d'Angleterre qui gère la livre qui est la monnaie internationale au XIXe siècle. Également, on peut citer également l'importance de l'Empire qui permet l'extension et la diversification des marchés puisqu'au XIXe siècle il s'agit du plus vaste empire du monde. La Grande-Bretagne possède donc des relais dans le monde entier et également des débouchés pour sa production. Pour maintenir cet empire, la Royal Navy est la première marine militaire du monde, et c'est elle qui protège les routes commerciales. D'ailleurs, l'ensemble de ces avantages pousse le Royaume-Uni à adopter dès 1846 la politique de libre-échange. Petit b, la fin du moment britannique à la sortie de la Première Guerre mondiale. Plusieurs facteurs concourent à la fin de l'économie monde britannique. D'abord, la Grande Dépression de 1873-1896 dont on a parlé dans la première partie va toucher durement le pays, qui rompt d'ailleurs provisoirement avec sa politique de libre-échange et qui opte pour le protectionnisme, c'est-à-dire la limitation des importations de produits étrangers par l'augmentation des droits de douane. On peut citer également, deuxième facteur, la concurrence de plus en plus féroce des autres pays, et notamment des États-Unis et de l'Allemagne. Peu à peu, les entreprises britanniques vont perdre en compétitivité, et d'ailleurs, le pays va rater son passage vers la seconde phase d'industrialisation. Ainsi, c'est la fin de l'hégémonie britannique, le Royaume-Uni perd son statut de première puissance industrielle en 1913. Dès 1914, les États-Unis dépassent le Royaume-Uni dans les domaines du commerce, des investissements financiers. Petit 2, le siècle des États-Unis. D'abord, les fondements de la puissance américaine. Alors, la puissance américaine s'explique par son territoire vaste, ouvert, qui possède beaucoup de ressources naturelles, mais qui a été aussi très bien aménagé. De même, le pays peut profiter de sa population nombreuse et jeune, puisqu'il connaît une forte croissance dynamique, et
ce qui constitue un marché intérieur gigantesque. La puissance américaine s'explique aussi par son rôle dans la deuxième industrialisation et par sa capacité d'innovation. On peut citer un exemple qu'on a déjà vu en première partie, l'invention par Henry Ford du travail à la chaîne en 1908 dans ses usines automobiles de Détroit. Tout cela permet une croissance rapide du pays, qui devient la première puissance économique du monde en 1913. Par ailleurs, la Première Guerre mondiale accroît encore cette puissance, puisqu'elle se fait au détriment de l'Europe qui, elle, est affaiblie. Petit b, l'ère de suprématie économique 1945-1970. Alors, durant cette période, les États-Unis cumulent un certain nombre de puissances. D'abord, la puissance industrielle. À partir de la fin de 1945, on assiste au renforcement de la puissance américaine, puisque la puissance industrielle américaine double pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, en 1945, les États-Unis produisent plus de 50% de la richesse mondiale. On peut citer également le rôle de l'innovation, puisque la superpuissance américaine se fonde là-dessus. L'avance technologique devient considérable durant cette période est symbolisée par des événements, ça peut être la conquête de l'espace, mais on peut citer bien sûr aussi l'émergence de la Silicon Valley en Californie à partir des années 70. Également la force du dollar, puisque le dollar en 1944 devient la nouvelle monnaie internationale. Petit c, la contestation de la puissance américaine. À partir des années 70, le pays connaît de nombreuses difficultés puisqu'il subit la crise économique des années 70 et puis la concurrence étrangère se fait de plus en plus importante. Concurrence venue de l'Union européenne qui est en train de se bâtir, du Japon et puis de certains pays d'Asie, on peut bien sûr citer la Chine. D'ailleurs, le déficit commercial du pays et l'endettement deviennent tout à fait colossaux. Mais la contestation de la puissance américaine est également idéologique. On va assister à la critique, voire au rejet de la mondialisation américaine, et d'ailleurs, sous sa forme la plus violente, elle se manifeste par les attentats terroristes du 11 septembre 2001. À partir du début des années 1990, l'économie monde devient multipolaire. Petit 3, une économie monde de plus en plus multipolaire. Alors d'abord, les facteurs qui aboutissent à cette mondialisation accrue. À partir des années 1990, on assiste à un renforcement de la mondialisation, du fait notamment d'abord de l'essor des échanges, puisque la circulation des marchandises, des capitaux, des informations s'accélère à l'échelle de la planète. Bien sûr, la révolution des transports facilite la circulation des marchandises, on peut citer l'exemple des porte-conteneurs, mais également la révolution des technologies de l'information, téléphonie sans fil, Internet, qui permet d'échanger toujours plus vite les informations et les capitaux. Une nouvelle donne géopolitique permet aussi l'extension des marchés. Ainsi, dans ces années-là, la disparition du bloc soviétique communiste et l'ouverture de la Chine ouvrent de nouveaux espaces au flux et permettent l'extension du marché mondial. On peut citer également la nouvelle diminution des droits de douane dans le monde, et puis l'apparition des nouvelles puissances asiatiques. Tout cela amène à la restructuration de l'économie mondiale, petit b. Aujourd'hui, l'organisation de l'espace économique mondial s'est largement complexifiée. Il n'y a plus une économie monde qui domine, mais des pôles économiques mondiaux. C'est ce qu'on appelle un monde multipolaire. Alors, la triade demeure tout de même le moteur de l'économie mondiale malgré un recul relatif. La triade est constituée de 3 pôles, l'Amérique du Nord, avec notamment son pays dominant les États-Unis, qui reste une puissance majeure au début du XXIe siècle, puisque les entreprises multinationales américaines sont parmi les plus performantes du monde, et le dollar reste la monnaie de référence dans les échanges internationaux.
Deuxième pôle de la triade, l'Europe, avec sa puissance dominante qui est l'Union européenne. L'Union européenne est avant tout un pôle commercial, même si, au niveau politique, elle manque de cohésion entre ses membres. Et puis l'Asie Pacifique, centrée notamment sur le Japon, qui est le troisième pôle le plus puissant, mais c'est un pôle, là encore, avant tout économique. L'affirmation des puissances émergentes, c'est là où on assiste au basculement des économies mondiales. Depuis quelques années, de nouvelles puissances apparaissent, leur poids économique ne cesse de grandir, puisque leur PIB représente en 2009 un quart du PIB mondial. Alors, la Chine occupe une place particulière, puisque le pays bénéficie d'une main-d'œuvre bon marché, d'un gros potentiel de consommateurs et d'une croissance très rapide, encore aujourd'hui. D'ailleurs, la Chine est devenue la première puissance économique du monde en 2014. D'autres puissances émergent, le Brésil, l'Inde, bien entendu, qui ont su profiter des transferts de technologie et développer leur propre activité industrielle ou des services capables de concurrencer les économies occidentales. Certains États demeurent à la périphérie de l'économie monde, ils ne participent pas pleinement à ce processus d'intégration à la mondialisation, donc on s'aperçoit que la multipolarisation du monde est à ce jour incomplète.